Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aussi nombreux ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, la Gazette des le moniteur, excusez-moi, j'ai fait un webinaire sur la Gazette des communes hier, donc je m'en mêle les pinceaux. Donc, le moniteur, au-delà du magazine que vous connaissez bien, ce sont effectivement des formations avec plus de 5000 stagiaires formés chaque année, 250, même plus de 250 maintenant, programmes de formation avec 1000 sessions programmées chaque année. Et puis des formations effectivement en présentiel ou à distance avec des classes virtuelles, des e-learning et même du blended learning pour un certain nombre d'entre elles, avec donc des experts du contenu métier et des formateurs comme celui qui nous accompagne ce matin, qui sont des praticiens issus du terrain pour connaître au mieux vos problématiques métiers. Alors, nous intervenons sur différentes thématiques. Vous voyez les 10 thématiques à l'écran actuellement. Et donc, ce sont vraiment des formations qui couvrent, on va dire, l'ensemble des métiers du BTP et des différentes réglementations qui s'imposent à eux. Donc, comme je le disais ce matin, nous allons aborder le thème de la ventilation, un élément clé pour des bâtiments performants. Et nous sommes accompagnés par Stéphane Favreau, qui est responsable du bureau d'études thermiques et fluides GEDATEL, responsable de ce bureau d'études depuis 2001, et qui se consacre en partie à la formation pour le bâtiment et la rénovation thermique, et qui est un thermicien en activité. Et donc, il lie la théorie à la pratique du terrain, comme je vous le disais, ce qui est très important pour le moniteur, vraiment d'avoir des gens qui sont sur le terrain et qui puissent se rendre compte de ce qui s'y passe afin d'être au plus près de vos attentes. Donc, il nous accompagne à travers cette formation sur les fondamentaux de la ventilation dans les bâtiments, dont la prochaine session, qui se déroulera en classe virtuelle, aura lieu les 12 et 13 juin prochains. Donc, je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas tout au long de son intervention à me poser des questions. Moi, je lui relayerai en fin d'intervention. Donc, vous avez le petit module questions qui est signifié par un petit point d'interrogation. Et puis, n'hésitez pas aussi, ce qui nous permet de nous améliorer continuellement, à répondre au petit questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Voilà, on vous demandera si vous avez trouvé cela intéressant et si vous avez des besoins par ailleurs. Monsieur Favreau, je vous laisse la parole. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci, bonjour à tous. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de parler de la ventilation dans le bâtiment pour la rendre performante. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, que la qualité de l'air intérieur est un sujet, du coup, majeur, renforcé avec les problématiques de Covid qu'on a eues ces dernières années. Il y a, du coup, l'Agence de la qualité de la construction qui a fait qui a permis du coup autour de l'Observatoire de la qualité de l'air donc de rassembler un peu les problématiques. On est donc dans des bâtiments où on a des concentrations de polluants, formaldéhyde et autres plus importants que l'air extérieur, et on passe donc une grande quantité de notre temps à l'intérieur de ces bâtiments, 80% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, et donc pour avoir une bonne qualité d'air intérieur, ça passe effectivement par une bonne ventilation. J'ai mis en exemple ce qu'il faudrait si on est encore comme dans certains bâtiments en ventilation naturelle pour maintenir donc un taux de CO2 qui sert souvent du coup d'indicateur de confinement dans les bâtiments. Si on regarde, pour obtenir du coup un taux de CO2 inférieur à 1000 ppm, il faudrait ouvrir la fenêtre. Donc, c'est sur l'exemple d'une chambre, donc on va dire une pièce de grosso modo 25 mètres cubes. Il faudrait du coup ouvrir la fenêtre 1 heure toutes les 3 heures pour pouvoir faire redescendre l'indicateur donc de CO2 dans cette pièce. Qu'une ventilation mécanique avec un débit de 25 mètres cubes heure permet par contre là de garantir. Donc on voit entre une ventilation par ouverture de fenêtre qui est encore usitée, et surtout sur les anciens bâtiments pour la rénovation,
on voit l'intérêt du coup pour la qualité de l'air intérieur, pour le confinement, de prévoir, de mettre en place de la ventilation mécanique. Cette ventilation du coup mécanique va être plus ou moins à contrôler, à vérifier, puisque dans les évolutions donc réglementaires qu'on a, qu'on a eu dans ces derniers, dans les derniers mois, dans ces dernières années, euh, on a donc en 2015 mis en place pour les bâtiments du coup sensibles, hein, on va parler de bâtiments où on a plutôt des enfants, des personnes en bas âge, c'est la première priorité. Et dans ces bâtiments donc publics, a été mis en place une réglementation sur la qualité de l'air. Il y a eu un décret donc en 2015 hein, qui donnait du coup les directives autour de cette réglementation, quels étaient les bâtiments impactés, les bâtiments à observer. Ce dispositif a évolué. Donc là, c'est une mise à jour du coup et un suivi réglementaire important pour ceux d'entre vous qui agissaient sur les bâtiments publics. On a donc ce dispositif de surveillance hein, qui a été révisé fin 2022. Hein, on a le décret arrêté du coup de décembre 2022 avec comme nouvelle date hein, pour par exemple les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, donc on peut dire les crèches pour ce qui est école maternelle, école élémentaire, les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement donc de formation professionnelle. On a une date au 1er janvier où ce nouveau dispositif hein, révisé euh, prend effet. Donc on est depuis le début de l'année euh, soumis à ce dispositif de surveillance. Je reviendrai juste après sur ce qu'est ce dispositif de surveillance. D'autres dates arrivent, des dates donc au 1er janvier 2025, hein, ça va vite venir, dans 2 ans. Donc on aura les structures sociales et médicales et médico-sociales hein, qui seront rattachés aux établissements de santé. On aura les établissements pénitentiaires pour mineurs qui seront là aussi donc impactés par cette réglementation sur la surveillance de la qualité de l'air. Donc, la qualité de l'air, il y avait d'autres bâtiments hein, qui ont été supprimés de ce dispositif, les piscines, les établissements sportifs, qui sont plus concernés. En effet, hein, ces bâtiments ont des locaux à pollution spécifique et du coup, le Code du travail, le RSDT donnait déjà des éléments en matière d'aération et d'assainissement pour ces bâtiments. Donc, ils ont été retirés effectivement de ce dispositif. Mais donc, depuis le 1er janvier de cette année, on doit renforcer donc la surveillance de la qualité d'air dans les bâtiments. Et vous allez voir donc ce lien entre cette qualité de l'air et la ventilation qui est derrière. Qu'est-ce que implique ce, cette surveillance de la qualité de l'air? Elle a été décomposée du coup en 4 phases. Euh, une évaluation annuelle, donc des moyens d'aération des bâtiments. Donc, est-ce que j'ai de la ventilation? Est-ce que j'ai des entrées d'air? Est-ce que je suis en ouverture de fenêtre? Qui inclut notamment donc la mesure directe de la concentration de dioxyde de carbone de l'air intérieur. Donc, on a cet indicateur de confinement dont je parlais précédemment va devoir être évalué. Donc, ça permet de savoir, si je reprends l'exemple de l'école ou de la crèche qui va être touchée qui est touché depuis le début de l'année, ça implique effectivement d'avoir une mesure de CO2 et d'avoir une vérification que, ben, au bout d'un certain temps, le nombre de particules par million de CO2 n'atteint pas un niveau trop élevé, qui empêche effectivement la concentration, qui entraîne euh, une fatigue et d'autres problématiques. Il est demandé aussi, dans ce dispositif de surveillance, un autodiagnostic qui était jusque-là, donc dans cette première, dans le décret 2015, qui était du coup optionnel et qui devient donc maintenant une étape obligatoire qui doit être mis à jour au minimum tous les 4 ans. Donc on est dans une démarche où on va aller balayer nos bâtiments, aller vérifier si mon système bah, déjà est correct. Hein, donc je fais un autodiagnostic
de ma qualité de l'air intérieur, en allant informer mes salariés, en allant informer les agents qui font le ménage. Voilà, il y a plein de documents hein, qu'on pourra développer bien sûr dans la formation sur comment mener à bien cet autodiagnostic et cette évaluation annuelle. On impose aussi du coup dans ces quatre phases une campagne de mesure des polluants réglementés. Dans les polluants réglementés, je ne vais pas tous vous les citer, mais effectivement, hein, les formaldéhydes, les COB, hein, c'est des éléments qui en font partie. Et donc, c'est à faire faire par un organisme accrédité à chaque étape clé de la vie du bâtiment. Donc, les étapes clés, c'est notamment des travaux, des choses comme ça qui pourraient impacter, d'où notre implication en tant que maîtrise d'œuvre hein, dans le bâtiment sur lancement hein, de ces campagnes de mesure. Et puis, quatrième phase, un plan d'action qui prend donc en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesure. Donc, en fonction de tous les résultats de tout ce que j'ai mis en place avant, je vais en tirer des conclusions et je vais chercher à améliorer ma ventilation si les résultats, bien sûr, ne sont pas probants et si la qualité de l'air n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut intégrer dans le bâtiment. Il faut l'intégrer dès la phase chantier. Hein, il y a pas mal d'éléments pour nous guider à ce niveau-là, pour bien intégrer dans toutes les étapes de vie d'un bâtiment, la construction, la rénovation et bien sûr l'utilisation de ce bâtiment. Pendant toutes ces étapes, il faut qu'on renforce notre qualité d'air intérieur. Pour pouvoir la renforcer, pour pouvoir du coup la surveiller, cette qualité de l'air intérieur, tout en respectant des débits du coup qui sont déjà définis dans la réglementation. On a donc pour la réglementation de la ventilation plusieurs textes hein, qui définissent des taux de renouvellement d'air à mettre en œuvre. Ces taux de renouvellement d'air, si on les rebalaye, donc pour le tertiaire, il y a deux textes un peu qui font foi et qui se complètent. Le code du travail, hein, je peux être dans un bâtiment privé, j'ai des salariés qui viennent travailler, je dois leur garantir une qualité de l'air intérieur et donc je dois leur garantir d'amener de l'air neuf dans leur bâtiment régulièrement. Et puis le règlement sanitaire départemental type hein, qui va donner du coup les débits d'air pour les bâtiments recevant du public. Donc je peux avoir des salariés sur place et je peux avoir bien sûr des gens qui viennent dans mon bâtiment. Si on revient sur l'exemple de l'école, le professeur ou l'instituteur, l'institutrice sont soumis au code du travail et les élèves sont soumis au règlement sanitaire départemental. On ira souvent lisser les deux, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs sur les deux textes. On ira souvent du coup rassembler ces deux textes. Pour le résidentiel, on a donc comme texte, un texte qui commence à être un petit peu ancien, l'arrêté de mars 82 qui définit, qui a été modifié en 83 par rapport à la ventilation du coup avec modulation. Ça aussi, hein, c'est des éléments qui seront traités bien sûr dans la formation. On va y revenir un tout petit peu plus loin dans des systèmes, on va dire, un peu performants. Et donc, dans le résidentiel, cet arrêté de mars 82, toujours complété par par la réglementation sanitaire départementale, nous donne des débits à mettre en œuvre en fonction du nombre de pièces principales, en fonction du nombre de pièces humides. Et donc, ces débits réglementaires sont déjà là pour être garants de l'amener d'air neuf dans nos bâtiments pour espérer garantir justement cette bonne qualité d'air intérieur dont on parlait tout à l'heure. Pour, euh, pour le monde du bâtiment et pour guider nos entreprises, nos artisans, bien sûr, il faut s'appuyer sur des normes, des DTU, des avis techniques si on a des produits spécifiques. Pour le DTU dans le résidentiel, pour la mise en place de la ventilation, c'est les DTU 68.3 pardon, qui du coup régissent ce domaine réglementaire. Donc ça sera développé effectivement complètement dans la formation. L'objectif de maintenir donc du coup ces débits réglementaires et donc pour bien surveiller cette qualité,
il va falloir avoir un bon accès à tous mes différents composants de mes systèmes, pouvoir nettoyer mes réseaux aéroliques, pouvoir aller changer mes filtres si je suis sur une double flux. Donc ça, c'est un point clé de la mise en œuvre du choix de la position des systèmes, des gaines et de l'accessibilité. Il faut bien sûr un bon dimensionnement, que le travail en amont du dimensionnement, et c'est vrai qu'avec le BIM, hein, c'est des choses qui peuvent un peu s'améliorer avec les outils. On peut suivre entre le calcul au départ et la mise en œuvre jusqu'à la réception. On va pouvoir garantir d'avoir les bons débits, les bonnes pressions disponibles dans nos réseaux. Et puis, bien sûr, si j'ai du transfert entre du transfert du passage d'air entre différentes zones du bâtiment, il est important de bien prendre en compte le détalonnage des portes, notamment en résidentiel, les grilles de transfert avec des sections suffisantes. Tout ça, dans le respect donc des débits réglementaires et avec un point qui est là aussi important, un bon équilibrage. Si je raisonne en hydraulique, hein, comme en hydraulique, j'ai des paires de charges, j'ai des bâtiments avec des réseaux et des longueurs différentes. Si je veux que tout le monde ait la bonne quantité d'air au bon endroit, il va falloir travailler du coup sur un bon équilibrage. Donc ça, c'est des moyens à mettre en œuvre. Vous voyez que du coup derrière, pour cette bonne qualité de l'air intérieur, il faut du coup prévoir une bonne ventilation. Dans la réglementation thermique RO 2020, pour être sûr du coup d'avoir une bonne ventilation, a été mis en place euh, une obligation de contrôle de cette ventilation en œuvre en fin de chantier. Quelque chose qui, entre guillemets, donc devrait déjà être conforme, hein, puisqu'on vient de dire il y a des DTU, il y a des normes, quelque chose qui devrait être conforme. Le législateur, au regard malheureusement des, des analyses terrain et du constat que ben, la ventilation n'est pas au rendez-vous de ce qu'on attend et qu'il faut effectivement peut-être monter un peu en compétence sur ce métier, recaler un petit peu auprès de tout le monde la maîtrise d'œuvre, les entreprises, les utilisateurs bien maîtrisés. Il est du coup important maintenant de vérifier en fin de chantier sur les bâtiments neufs la, la qualité de cette ventilation. Ça passe par trois grandes étapes qui sont définies du coup dans un protocole de ventilation RE 2020 que vous pouvez retrouver sur le site rt-bâtiment.fr. Hein. Vous avez effectivement ce protocole de ventilation qui est complètement détaillé et qui dit quoi ce protocole? Qu'on va faire une préinspection allégée pour aller vérifier ben, déjà que les bouches sont au bon endroit, que mon groupe est bien posé correctement. On va aller faire donc une préinspection. Ensuite, on va aller faire une vérification fonctionnelle de l'installation de la ventilation, donc qui sera donc vérifiée pour voir si ben, le groupe s'allume bien, si j'ai bien le débit dans toutes les pièces, si j'ai bien mon balayage nécessaire, et qui sera renforcée bien sûr cette vérification fonctionnelle par des mesures au bout, en débit ou en pression, suivant bien sûr si je suis en ventilation autoréglable, hydro-réglable ou double flux. Donc, au constat donc de cette performance de ventilation qu'on doit mettre en place pour la qualité de l'air intérieur, et au constat que malheureusement, même dans les bâtiments neufs, ce qui est mis en œuvre ne respecte pas, ou en tout cas n'atteint pas les valeurs souhaitées, a été donc renforcé l'ARE 2020 par une vérification avec un rapport qui sera remis du coup en fin de chantier au maître d'ouvrage, un rapport détaillant donc tous ces points-là. Rapport qui commence même un peu plus tôt, puisque dans cette démarche de l'ARE 2020, il va falloir aller vérifier par le calcul, déjà au début du chantier, que mes réseaux sont conformes. J'ai mis un exemple, alors je sais pas s'il est très visible, je sais pas si je peux agrandir, je vais essayer. Euh, un exemple de plan et de vérification. Là, c'est une maison avec une toiture terrasse et du coup avec un accès pas forcément évident. Donc la position du groupe, la position des
des réseaux d'extraction, WC, salle de bain, cuisine, cellier, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Tous ces éléments-là, ils sont donc représentés jusqu'au rejet, bien sûr, jusqu'au rejet d'air, pour permettre une vérification de la conformité de mes débits en fonction de mes longueurs de gaine et en fonction de mes pressions. Ce qui fait que ça permettra déjà en aval, hein, au début du projet, de vérifier ben, s'il faut augmenter les diamètres des gaines, s'il faut passer sur des gaines rigides. On aura, avant d'aller faire des vérifications fonctionnelles, donc bouche d'extraction, de soufflage, entrée d'air, mise en œuvre des entrées d'air, qui sont donc définies dans le protocole que j'ai évoqué. Avant d'aller vérifier ça, au préalable, on aura intégré du coup la démarche du calcul dans le projet et bien sûr ce calcul rentre dans ce fameux rapport qui va donc être remis en fin de chantier. Donc on voit que dans le neuf, cette prise en compte d'une bonne ventilation, d'une qualité d'air intérieur est vraiment renforcée par la réglementation. Dans la rénovation, c'est vrai qu'on n'a pas encore cette démarche-là. On a bien sûr la démarche, hein, j'ai pas mis de diapo dessus, mais sur les RGE, hein, nos artisans doivent être certifiés RGE pour avoir les aides, et il y a donc là aussi des qualifications sur la ventilation. L'enquête Trémy, hein, de l'ADEME avait montré qu'effectivement, euh, dans les travaux de rénovation, on était souvent du coup sur une ventilation qui était un peu là aussi le parent pauvre de, de la rénovation. C'est vrai que c'est un produit qui est toujours délicat, puisqu'il est géré un peu par le menuisier, un peu par le chauffagiste, un peu par l'électricien. Et donc, il faut qu'on rassemble un peu tous ces corps de métier pour être sûr d'avoir le résultat escompté au final. Pour obtenir donc du coup un bon résultat, il va falloir choisir du coup des systèmes performants. Qu'est-ce que j'ai comme système performant? Si je raisonne en résidentiel, on va avoir en fait euh, deux choix possibles. La ventilation mécanique simple flux, et qu'on va donc maintenant plutôt euh, qui va plutôt être de type euh, hygro A ou hygro B, euh, plutôt que de la ventilation autoréglable comme on avait par le passé. On va avoir bien sûr la solution de la double flux que je vais présenter plus sur la partie tertiaire, mais on a donc ces deux solutions, ces deux meilleures techniques disponibles à l'heure actuelle sur le marché en résidentiel, que ce soit maison individuelle ou collectif. Ça sera donc hygro, de préférence hygro B. Donc la différence entre les deux, en hygro B, on va moduler les débits d'air en fonction de l'humidité au niveau de l'extraction et au niveau de l'entrée d'air. En hygro A, on ne modulera que du coup au niveau de l'extraction, les entrées d'air étant des entrées d'air donc auto ou fixes posées sur les menuiseries. C'est vrai qu'en rénovation, en copropriété par exemple, en rénovation avec de la ventilation hybride, euh, l'IGROA est des fois un peu plus facile à mettre en œuvre, même si elle est un petit peu moins performante, dans le sens où les copropriétaires ont peut-être déjà des entrées d'air un peu, un peu différentes, mises sur leur menuiserie, et on gagne un petit peu éventuellement en simplification de chantier, mais si on a la possibilité, on ira bien sûr chercher de l'hydro réglable, l'hydro B, qui impliquera du coup une intervention effectivement sur les menuiseries, sur les entrées d'air, qui seront à remplacer. Hein, le passage d'air normalement est prévu, euh, est équivalent. Ça sera le module qui sera donc hydro-réglable. L'avantage, j'ai essayé de le représenter du coup avec les deux petits schémas, c'est que en fonction de l'occupation du logement, avec un système hydro-réglable, on va donc agir, et c'est pour ça que je parle de la meilleure technique disponible, on va donc agir sur un débit optimisé dans les logements. Il faut, bien sûr, on vient de voir en préambule une bonne qualité d'air intérieur, donc il faut ventiler quand on est présent dans les bonnes pièces.
avec des volumes suffisants, mais dans un souci euh, d'économie d'énergie, il faut du coup ne pas ventiler plus que nécessaire, surtout quand on n'est pas dans le bâtiment. Ça se retrouve dans la consommation, hein. Je vous rappelle que la consommation, notamment du chauffage et de la climatisation, va être dépendant, bien sûr, de la déperdition du bâtiment. Dans cette déperdition du bâtiment, on a une déperdition liée au renouvellement d'air, la quantité d'air neuf que je fais rentrer dans mon logement, dans mon bâtiment, que ce soit en été ou en hiver, va du coup avoir une implication sur ma consommation de chauffage et sur ma consommation de climatisation. Donc on voit dans ce petit schéma que avec un système réglable de type hyper B, ben je rentre du travail, je vais dans ma salle à manger, je m'installe pour regarder la télé ou je suis à table, je vais dégager de la vapeur d'eau, mon entrée d'air va du coup passer d'un débit mini à un débit maxi, et on est même sur des entrées d'air qui vont jusqu'à 45 mètres cubes, donc un débit très très intéressant, plus important que dans certains cas ma bouche autoréglable. Et puis dans ce cas-là, ben, mes chambres qui elles sont vides, leurs bouches d'entrée d'air sont en débit mini, elles sont jamais fermées complètement, elles sont en débit mini, et donc on voit bien que j'optimise le débit d'air en fonction de la présence dans les bonnes pièces. Bien sûr, j'aurai dans cette logique micro-réglable de type B, là aussi de la régulation dans les pièces humides. Donc dans ma cuisine où j'ai préparé la casserole de pâtes pour venir manger, si j'ai rejeté de l'humidité, mon débit d'extraction, là aussi, va se réguler, va s'ouvrir en grand pour extraire plus d'air. Donc, voilà un exemple un petit peu détaillé, du coup, d'une performance recherchée pour optimiser, du coup, un débit, pour pas consommer trop. Et un gros travail des industriels a été fait aussi sur les consommation, hein, bien sûr, des moteurs de ventilation. Pour vous donner un exemple, hein, on était dans les années 80, 90 encore sur des moteurs de 50-60 watts sur la simple flux en maison individuelle. On est plutôt sur des moteurs à 10 watts maintenant, donc on a divisé par 5 la consommation électrique de ces appareils. Donc un gros travail des industriels derrière pour nous accompagner. En tertiaire, on va privilégier, je ne dis pas qu'on peut pas en mettre hein, en résidentiel, hein, bien sûr, de la double flux, mais c'est vrai qu'en tertiaire, on va privilégier la double flux. Euh, on a vu en préambule que du coup, on avait des taux liés au code du travail, des taux de renouvellement d'air à adapter à, à la réglementation, et on peut se retrouver donc avec des pièces dans les bureaux avec un grand nombre de personnes. Hein, si on prend une salle de classe pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, bah, si j'ai 20 élèves plus, plus le professeur ou l'instituteur, ben on se retrouve 21 personnes qui vont euh, avoir besoin du coup d'une quantité d'air de schématique pour simplifier le raisonnement, 20 fois 25 mètres cubes heure par personne. On est donc à 500 mètres cubes pour cette salle de classe. Donc on voit qu'on peut avoir du coup des débits d'air importants, passer de 0 à 500 mètres cubes. Et donc, ces 500 mètres cubes d'air, ben, si je les fais rentrer directement par mes fenêtres, alors déjà, il me faudrait un grand nombre d'entrées d'air et ça va être compliqué. Ancienne solution, ben, j'ouvre la fenêtre. À chaque récréation, j'ouvre la fenêtre le matin pour renouveler l'air. Il y a du coup une action humaine qui du coup n'est pas maîtrisée. Et puis surtout, j'ai peut-être de l'air très froid à ce moment-là. Donc, la bonne solution, c'est d'aller mettre du coup de la ventilation mécanique double flux. Double flux, pourquoi? Ben, j'ai un flux de reprise. Je vais extraire l'air de cette salle de classe, si je reprends mon exemple, et j'ai un, un réseau donc de soufflage d'air neuf qui arrive dans cette pièce. Donc double flux, deux réseaux, une extraction, un soufflage. L'idéal, c'est du coup sur cette double flux ben, de prévoir un échangeur, puisque je fais rentrer l'air neuf et que j'en extrais. Ce qui est, ce qui paraît du coup intéressant, c'est d'aller avec cet air extrait préchauffer l'air que je vais faire rentrer dans ma pièce. On a donc plusieurs systèmes de double flux, hein, des systèmes de double flux avec des échangeurs à plaques, un flux croisé.
Là, ce que je vous présente du coup dans les meilleures techniques disponibles, c'est la double flux à eau qui va, par ce principe de rotation d'un moteur à vitesse lente, permettre à l'air rentrant d'aller se préchauffer, rester plus longtemps en contact avec l'air extrait avant de lui permettre de rentrer dans la pièce par le biais de ce jeu de rotation. Hein. Je fais rentrer l'air d'un côté, je la laisse, je fais tourner la roue avant qu'elle puisse ressortir de l'autre côté. Et donc par ce principe-là, j'augmente le rendement de façon importante, j'augmente le rendement donc de mon échange et j'arrive du coup à des rendements, même avec des grands débits, sur des rendements de 80-90%. Ce qui veut dire que pour une aire par exemple à moins 10 degrés extérieur, je vais pouvoir insuffler de l'air à 16-17 degrés, suivant ce fameux rendement. Donc cette performance fait que ben, je vais réduire là aussi hein, mes besoins, puisque si je diminue, si au lieu d'avoir un delta T de 30, j'ai plus qu'un delta T de 4, hein, moins 10 tout à l'heure et 4 et 16 degrés maintenant soufflé, ben, si je diminue donc fortement ce delta T, je vais du coup diminuer bien sûr mes besoins de chauffage, pareil bien sûr en été, mes besoins de climatisation, et quelque part euh, avoir donc une réduction des consommations globales du bâtiment, sans parler bien sûr du confort qui va avec. Hein. Alors, petit bémol, forcément, j'ai de la consommation d'auxiliaire hein, qui va se rajouter, j'ai ma roue hein, qui va tourner, qui va consommer, j'ai mon soufflage et ma reprise qui vont nécessiter du coup des ventilateurs donc et des paires de charge. Donc c'est des éléments qui vont un peu pondérer euh, mon discours. Pour améliorer le confort d'été, on va on peut sur ces systèmes double flux leur associer des échangeurs adiabatiques hein, direct ou indirect, on veut simplement dire que je le mettrai éventuellement directement sur l'amener d'air neuf hein, ou éventuellement sur la reprise afin de refroidir l'air sortant. Donc les deux techniques existent, on ne va pas les détailler maintenant. Mais l'idée, de se dire, quitte à avoir euh, de, un échangeur, je peux utiliser l'évaporation donc et récupérer, utiliser on va dire le principe de la chaleur latente. Hein. Si je mets quelques petites gouttelettes d'eau sur l'air chaud qui arrive en été que je vais faire rentrer dans mon bâtiment, cet air chaud va faire évaporer du coup ces gouttelettes d'eau et en évaporant ces gouttelettes d'eau va du coup refroidir le flux d'air rentrant. J'arrive à gagner 4-5 degrés avec ces systèmes-là et donc là c'est 4-5 degrés de confort et de climatisation qu'on va éviter. Cette solution-là peut avoir du coup euh, voilà, quelques points là, de réglementation sur les bâtiments sanitaires. Pareil pour la solution VMC double flux à roue, à surveiller bien sûr les bâtiments avec des objectifs sanitaires. Je pense à des hôpitaux, à des crèches. Il peut y avoir du coup quelques petits points à regarder. Donc voilà, il y a du côté réglementaire à affiner de ce côté. Et l'autre solution, pour ce confort d'été à prendre en compte à la ventilation. Donc ventilation, qualité de l'air, réduction de consommation et confort d'été. Hein, on va essayer d'associer tout ça. L'une des solutions qui existent, hein, c'est l'utilisation du puits climatique. Ce puits climatique qui va servir du coup en hiver, en été. Hein. Je me suis permis du coup d'utiliser un extrait d'instrumentation donc d'un fabricant Elixir, hein, donc Saint-Gobain, hein, et qui montre que pour une température extérieure à 35 à 36 degrés presque, hein, une température du sol qui, elle, à 2 mètres est relativement constante entre hiver et été, en tout cas peu de variation, donc là 18 degrés, on arrive à avoir en sortie du puits, hein, donc là mon air rentre à 35 degrés, passe dans les tuyaux que vous voyez ici enterrés. Alors entre 2 et 3 mètres, on peut améliorer le système, hein, plus je descends, plus je gagne. Après, il y a une logique bien sûr technico-économique à, à mettre en face. Mais cet air donc va se refroidir tout au long du réseau, au contact du sol.
et va du coup me permettre, en sortie du puits, d'avoir de l'air à 24 degrés. On va associer forcément hein, ce puits climatique à la double flux. Hein. J'ai forcément un réseau de soufflage, un réseau d'extraction. Donc, le plus pratique, c'est de l'associer à de la double flux. On pourra, donc dans ces cas-là, bien sûr, on mettra pas ce que je vous ai présenté juste avant, hein, le, le système adiabatique. Hein. On mettra pas l'accessoire sur la soupe. C'est le puits climatique qui là fera ce refroidissement. Et vous voyez que c'est non pas 4-5 degrés là, mais c'est une bonne dizaine de degrés qu'on peut gagner quand même en été. Hein. Plus le delta est important, hein, plus la température est chaude à l'extérieur et plus la performance de ce puits climatique va être au rendez-vous. Le rendement de la double flux derrière va écraser un petit peu du coup le gain. Hein. Bien sûr, si derrière j'ai une bonne double flux avec un rendement de 80-90%, on a déjà quand même une bonne performance. Mais par contre, pour le confort, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Pour éviter en hiver le digivrage de la double flux, ça va être quelque chose là aussi d'intéressant. Donc, dans les solutions, voilà, à envisager une idée complémentaire au système adiabatique pour le confort d'été. On va gagner donc bien sûr en hiver aussi hein, par ce biais-là. Euh, le delta T sera un peu moins important bien sûr en hiver entre la température de 19 degrés et la température du sol à 14-15 degrés, donc on aura un delta T un peu moins important, mais on va récupérer là aussi des calories. Donc c'est un système qui est compatible et nécessaire pour le chaud et le froid. Pour arriver du coup à faire de l'économie d'énergie dans nos bâtiments, premier point, donc respecter une qualité de l'air intérieur, donc avoir des débits minimum par rapport au texte en vigueur. Et d'un autre côté, essayer de ne pas augmenter la consommation, gérer, on va dire, maîtriser notre consommation. Hein. Dans le bâtiment, c'est cette adéquation qu'il faut réussir à avoir en tête. Donc, en résidentiel, hein, les deux solutions, c'est plutôt la gestion du débit avec les gros B qu'on vient de voir précédemment. Ça peut être bien sûr en résidentiel la double flux avec les échangeurs euh, qui seront du coup plutôt des échangeurs à plaques sur du résidentiel. Et puis l'élément qui va du coup être important lorsqu'on est sur du bâtiment du coup tertiaire, ça va être de gérer l'occupation euh, de mon bâtiment, gérer le débit en fonction pardon de l'occupation pour être plus précis. Euh, Trois grandes techniques. Ben déjà, j'ai une GTC, une GTB qui pilote ma ventilation et donc je vais lui mettre autour de cette gestion technique centralisée de ma ventilation, ben, je vais lui mettre un programme, une horloge qui va optimiser le, le temps de fonctionnement de ma ventilation en fonction des horaires de mon bâtiment. Hein. C'est des bureaux, les gens sont là, on va dire, de 7 heures à 19 heures. Je n'ai pas besoin de ventiler la nuit quand ils sont pas là. Éventuellement, quelques pièces humides avec avec des pollutions spécifiques et du coup avec un taux calé. Mais dans les bureaux que vous avez, par exemple, en image là, représentés sur la diapo, dans ces bureaux, effectivement, ben, il faut que je ventile quand les gens sont au travail. Donc, on va dire de 8 heures à 18 heures. J'ai dit 19 heures pour laisser aux gens le temps de rester travailler un petit peu plus longtemps. Et première démarche, ben, une bonne horloge, une bonne programmation. Hein, je peux avoir donc un débit à zéro quand il y a personne, un débit, si je prends une seule, le premier bureau, vous voyez sur la dépôt avec une seule personne, je vais avoir donc un débit à zéro la nuit, un débit à 25 mètres cubes heure dans ma pièce quand la personne travaille. Et pour réguler encore mieux, ben, si je mets un détecteur de présence qui me dit que cette personne est bien dans son bureau, un détecteur de présence ou de mouvement, hein, il y a plusieurs détecteurs possibles, qui va piloter du coup dans ce schéma
le registre d'extraction, euh, le numéro 2, là, hein, je sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, mais au niveau de la flèche, donc ce détecteur de présence, ou maintenant de plus en plus, et on l'a vu avec la qualité d'air intérieur dans les premières diapos, cette sonde de CO2 va piloter euh, le, le registre et faire en sorte que ben, cette pièce ne sera pas ventilée quand il y aura personne dans la pièce et au contraire viendra remettre en route le débit d'extraction quand cette pièce est en présence. Donc là, pour maîtriser l'énergie, le débit d'hygiène, respect des débits minimums réglementaires, système performant et programmation, c'est vraiment les programmations et détecteurs de présence. C'est l'ensemble de ces trois clés qui vous permettra du coup de maîtriser complètement la ventilation dans les bâtiments et réduire nos consommations sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous présenter avec les deux grandes nouveautés, donc de la QEI et de la RE 2020 autour donc du support de ventilation, les fondamentaux de la ventilation que l'on porte du coup avec le moniteur depuis plusieurs années. Merci Favreau, Monsieur Favreau, je vous remercie infiniment pour cette intervention très claire. Bien évidemment, c'est lors de votre formation que nous en apprendrons plus et que nous saurons comment mettre en place tout cela pour répondre à la réglementation. Donc effectivement, je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre de votre intervention. Vous nous avez parlé en tout début de webinaire de la réglementation donc sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur des établissements publics, qui elle était enfin complète. On a une question sur l'application de cette réglementation, à savoir, est-ce qu'elle s'applique à la signature du marché ou est-ce qu'elle s'applique à la date de l'obtention du permis de construire? Et la personne qui nous pose cette question nous donne un exemple. Par exemple, je commence un projet de bureau ERP et il prend un an de retard. Est-ce qu'il faut quand même que je prenne en compte cette réglementation alors même qu'elle n'était pas promulguée à la signature? Alors, une double réponse, hein. On va prendre en compte, bien sûr, la qualité de l'air intérieur tout au long du chantier. Donc, le fait d'avoir un projet, il va falloir effectivement, même dans les phases de chantier, en fonction des peintures, des produits que je vais mettre en œuvre, du coup, travailler sur la qualité de l'air intérieur. Donc là, il y a effectivement un- plusieurs guides hein, qui existent pour bien accompagner la maîtrise d'œuvre dans cette démarche de qualité de l'air intérieur. Et pour revenir du coup maintenant à votre question sur la surveillance, il faut bien forcément que le bâtiment soit déjà en exploitation pour pouvoir faire de la surveillance. Donc c'est pas au moment du projet que le texte là du coup rentre en ligne, mais c'est bien à l'occupation du bâtiment. Voilà, si on reprend en ERP, je reprends un exemple de salle de classe ou d'une crèche, il va bien falloir attendre que le bâtiment soit en application et ça sera du coup, je dirais plutôt la première année, à la fin de la première année d'application. On pourra cumuler d'ailleurs, hein, pour les gens qui connaissent le terme commissionnement, c'est intéressant dans notre démarche qu'on vient d'évoquer là de suivi de la performance. Avec un commissionnement intégré, on a de toute façon on va intégrer, on va dire, la liaison avec la maintenance. On va intégrer du coup la liaison avec le suivi sur 2, 3 ans après la réception. Et donc, cette démarche de qualité de l'air intérieur peut être totalement intégrée dans une démarche du coup de commissionnement et de performance du bâtiment attendu. Donc, plutôt se poser, enfin, voilà, la question était à deux tranchants. Je sais pas si j'ai correctement et bien compris la question, mais du coup, il n'y a pas d'obligation, vu que le bâtiment n'est pas en exploitation, de faire cette surveillance réglementaire révisée. C'est bien Mmh. en utilisation du bâtiment. Et puis vous nous avez parlé des différentes attestations en fait relatives à cette réglementation. Et il y a un architecte qui nous demande si justement l'architecte se doit de fournir ces attestations et sur quel CERFA. Alors, là aussi, hein, sur la surveillance, c'est plutôt le maître d'ouvrage qui a à sa charge dans la surveillance. Donc là, si on revient au premier sujet, et là, je pense que peut-être, et d'ailleurs dans la question précédente aussi, on parle peut-être de l'ARE 2020. Donc, dans l'ARE 2020, effectivement, l'obligation de l'ARE 2020,
et du contrôle en fin de chantier est toujours à la charge du maître d'ouvrage et bien sûr de la maîtrise d'œuvre déléguée à ce moment-là. Et donc, les documents et le CERFA, donc là, le CERFA du contrôle RE 2020 qui se fait en fin de chantier, c'est un document qu'on va déposer en mairie et qui est apporté donc par le contrôleur RE 2020. Et ce contrôleur RE 2020 va vérifier que le BBio, besoin de l'eau climatique au début, prévu au début du chantier, est toujours dans les clous, que la consommation d'énergie primaire calculée par le bureau d'études est bien, correcte par rapport aux produits sur place. On a maintenant avec RE 2020, là on dévie un petit peu, mais l'analyse de cycle de vie, où bien sûr la ventilation fait partie des éléments pris en compte, et là aussi le poids carbone, on n'en a pas parlé forcément là dans cette présentation, mais le poids carbone des produits de ventilation vont avoir un rôle. Tout ça va être contrôlé en fin de chantier, et donc cette fameuse contrôle de la ventilation fait partie des éléments que le contrôleur devra balayer et vérifier, et c'est en cochant toutes les cases de son document CERFA qu'il donnera donc l'attestation RE 2020 au maître d'ouvrage. Donc là, c'est pas l'architecte, on va dire, qui va remplir un CERFA, c'est Mmh. le contrôleur. Alors, les contrôleurs, il y a 3 contrôleurs pour l'Euro 2020 euh, existants ou possibles. Je ne sais pas si comment formuler correctement ma phrase. L'architecte, si vous êtes assuré, vous avez le droit de faire du contrôle Euro 2020. Hein, faites partie des contrôleurs possibles. Le bureau de contrôle, si on a sur un bâtiment tertiaire, on sera plutôt sur les bureaux de contrôle qui vont pouvoir faire donc ce contrôle Euro 2020 s'ils ont une mission bien sûr attachée à ce point-là. Et pour la maison individuelle, on retrouvera le diagnostiqueur, un certifié DPE, qui pourra du coup en fin de chantier venir faire ce contrôle. Ce contrôle vient en plus, hein, je l'ai pas dit, mais l'étanchéité à l'air, hein, bien sûr, dans l'Euro 2020 est toujours d'actualité, et lié là aussi à la ventilation. Les réseaux hein, peuvent, ça fait partie des améliorations pas évoqué dans les meilleures techniques disponibles, hein, mais bien sûr, l'étanchéité à l'air du bâtiment, l'étanchéité à l'air des réseaux liés à la ventilation rentrent aussi là dans la performance sur les bâtiments neufs. Mmh. Donc, voilà. Pour résumer ma réponse, le CERFA, il y en a un au début du PC, mais c'est plutôt un engagement voilà, de respecter la RE. Et en fin de chantier, c'est le contrôleur qui va vérifier que ces Mmh. éléments-là sont. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Nous avions effectivement aujourd'hui avec nous un certain nombre de personnes provenant des DOM-TOM. Et donc, on nous demande si dans une zone tropicale, l'échangeur est-il opportun en VMC double flux? Alors, l'échangeur double flux, oui. Le système adiabatique, un peu moins, parce que vu les quantités d'humidité, effectivement, qui vont rentrer et les températures déjà en place. Mais la double flux, bien sûr, est pertinente, d'autant que elle va participer quelque part un petit peu à la déshumidification, puisqu'on va avoir de l'air qui va rentrer en contact, du coup, dans l'échangeur de plaques à température plus basse, et on aura, du coup, de l'évaporation, et donc on aura euh, pas d'évaporation, pardon, on aura de la condensation, et donc on va récupérer du coup l'humidité hein, de ces condensats au niveau de la double flux. Donc euh, sur le confort d'été, vous avez l'air à 26, vous avez l'air à 35 de l'extérieur, ben, vous allez quand même réduire avec cet échangeur cette température d'air extérieur avant qu'elle rentre dans le bâtiment. Donc plutôt que de la faire rentrer par les fenêtres, il est clair qu'une double flux participe à ce confort-là. Là, le puits climatique est idéal en complément hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le puits climatique est idéal en complément, même si effectivement, c'est pas quelque chose de trop développé, mais double flux, donc réponse oui, double flux. Et puits climatique peuvent être du coup des réponses très intéressantes pour les dom-toms. Alors du coup, j'ai justement encore des questions sur la VMC double flux et puis une sur le flux climatique que je vous poserai par la suite. Mais on nous demande en fait sur quel type de VMC double flux doit-on se porter pour prendre en compte les contraintes de la Covid? Alors, ça sera plutôt pas lié directement à l'échangeur double flux, mais ça sera lié donc à des filtres que l'on va mettre en aval et en amont, hein, et surtout donc sur l'air de la pièce. On n'a pas de recyclage, hein, alors, sauf pour un bâtiment où justement, alors, pardon, je vais reformuler ma réponse autrement. Euh,
Est-ce que on est dans un bâtiment avec recyclage ou pas, lié à une centrale de traitement d'air équipée d'un double flux? Là, effectivement, il y a des règles liées au recyclage qui, dans la période, par exemple, Covid, on a arrêté le recyclage et on a amené que de l'air neuf pour éviter effectivement que cet air pollué soit pris en compte. Ça, c'est un début de réponse déjà, donc on peut effectivement y passer un recyclage et faire tout en air neuf, donc économiquement bien sûr et en termes d'énergie, c'est moins intéressant, mais effectivement, là, la priorité, c'était de lutter contre le Covid. Et puis, du coup, la deuxième réponse, donc, du coup, sur une centrale de traitement d'air ou sur une double flux, on va équiper ces machines effectivement de filtres. Et donc, on peut travailler sur des filtres de plus en plus performants pour essayer de faire en sorte que la qualité de l'air, les virus, les bactéries soient au maximum élevés. Plus les filtres sont performants, plus ça entraîne des pertes de charge, donc ça doit être pris en compte bien sûr dans le dimensionnement de l'installation, mais voilà une des solutions, filtre et éventuellement éviter du recyclage. Merci. Et puis, bah, écoutez, pour terminer et sans vouloir dévoiler tout ce que vous allez nous apporter durant votre formation, j'en reviens à ma question sur le puits climatique. Quelqu'un nous demande quelle est la profondeur minimale en fait pour un puits climatique. La moyenne, et il y a une courbe, je l'ai pas mis effectivement dans le support, mais on la revoit, en fonction de l'enfouissement du puits, euh, on va gagner un petit peu en calories. C'est plus important, on va dire, d'avoir une profondeur entre 1,50 m, 2 mètres, hein, plutôt que de Mhm. vouloir augmenter la longueur du réseau. Il sera préférable de, par exemple, passer de 2 à 3 mètres plutôt que de vouloir passer d'une longueur de 30 à 40 mètres sur le réseau enterré. Donc la profondeur peut être intéressante, je dirais entre 1,50 m et 2 mètres pour répondre de façon factuelle à la question. Et par rapport au système que vous nous avez montré, est-ce que vous avez une estimation du coût en fait d'un puits climatique? Oui, alors si on regarde sur un débit du coup important, là on était plutôt sur une présentation de flux climatique sur des bâtiments tertiaires. Donc la dernière estimation fourchette de prix qu'on a eu aux alentours donc d'un bâtiment qui nécessitait 3000 mètres cubes, donc on était sur un bâtiment quand même avec pas mal d'occupants. Mhm. Euh, Fourni, posé, avec le terrassement, etc., on est dans une fourchette entre 20 et 30 000 euros donc pour le puits climatique, pour ces gros débits. En maison D'accord. individuelle, il y a des kits, hein. Il y a des kits pour la maison individuelle, si on se ramène quoi, à des projets beaucoup plus modestes. Il y a des kits, hein, on en retrouve chez Aldès, chez Atlantique, pour citer des marques, même si, voilà, euh, on retrouve des kits aux alentours de 4-5 000 euros. Et après, c'est effectivement plus la partie terrassement et autres qui peut amener la complexité. Très bien. Monsieur Favreau, il me reste à vous remercier une nouvelle fois pour cette intervention, à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis durant ce webinaire. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la session des 12 et 13 juin prochains sur ces éléments clés de la ventilation que Stéphane Favreau vous dévoilera de manière beaucoup plus précise. Mais vraiment, merci de nous avoir initiés à cette méthodologie, à la réglementation et aux obligations qui incombent tant à la maîtrise d'œuvre qu'à la maîtrise d'ouvrage. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Merci encore Stéphane. Merci à tous, au revoir et à bientôt, j'espère, dans les formations animées du Moniteur. Bonne Nous journée. serons heureux de vous y accueillir. Bonne journée. Au revoir.